Bonsoir à tous. La mobilisation en soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées à défendre l'intégrité territoriale dans l'est du pays ne faiblit pas. Des marches, prières et autres activités se multiplient à travers le pays. Vous verrez les images dans ce journal. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant que ne commence le pèlerinage de la relique du héros national Patrice Emery Lumumba à travers le pays. Le Premier ministre Sama Lukonde est déjà sur place à Bruxelles pour prendre part à la cérémonie officielle de remise de la relique du Premier ministre de la RDC. Et dans la partie magazine, on évoquera ce soir un seul sujet sur deux dossiers. Il s'agit de la problématique de l'électrification des milieux ruraux. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 20h Magazine. On commence, comme d'habitude, par l'actualité de dernière minute. La situation sécuritaire dans l'est du pays de la République démocratique du Congo donc sera au centre du 3e conclave de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se tient ce lundi à Nairobi au Kenya. Le président de la République prendra bel et bien part à ce travaux. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé en début de soirée de ce dimanche à Nairobi. Ce 3e conclave intervient dans un contexte particulier où de troupes de pays membres de cette communauté agressent la RDC. Les chefs d'État vont donc se prononcer sur la formation de la force militaire régionale qui sera déployée dans l'Est. Giscard Koussema y reviendra avec force et détails. Et avant de quitter Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait rendu un dernier hommage à une figure emblématique de la presse écrite congolaise. Il s'agit de l'éditeur du journal Salongo, Paul Bundounsama. C'était à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Fanny Kikoufi nous commente ce moment. Formateur, très professionnel, compétent, aimant, très discret et présent, un journaliste d'une rigueur exemplaire. Voici comment ce baobab de la presse congolaise, qui fut le directeur général du journal Salongo à sa création en 1972, était perçu par ses collègues, ses élèves pour la plupart. Le vétéran journaliste Paul Bundounsama, éditeur du journal Salongo, est décédé à l'âge de 82 ans. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu ce dimanche 19 juin 2022 au parvis de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa pour rendre un hommage mérité à ce grand journaliste. Le chef de l'État s'est incliné et déposé sa couronne de fleurs. Comme dans ses habitudes, Félix Tshisekedi a présenté ses condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu. Un geste qui reste gravé pour la famille Bondo et tous ceux qui l'ont personnellement connu. Mais je pense que c'est d'abord une joie de voir que le président est proche des siens, c'est-à-dire des personnes qui sont sous son autorité. Et ça nous ravit parce qu'en ce moment où nous avons vraiment besoin, nous particulièrement pour la perte de papa et la situation générale du pays, de voir que le président continue à être proche de la population, pour nous c'est un encouragement. Et je tiens à le remercier particulièrement pour sa présence aujourd'hui pour honorer notre papa, le journaliste et l'homme d'État qu'il a été pendant près de 50 ans. Plusieurs personnalités du pays et proches de Paul Bondo lui ont aussi rendu hommage. Cité parmi les monuments les plus populaires de la presse congolaise, Paul Bondo sera inhumé vers la périphérie ouest de la capitale. Je vous le disais en titre, la mobilisation en soutien aux forces armées de la République ne faiblit pas dans le pays. Le dernier événement en date a été enregistré le samedi 18 juin dernier. C'est une marche organisée donc sur les artères principales de Bunia. Il s'agit là d'une 3e en l'espace d'1 mois dans ce coin du pays. Regardez. Des mobilisations se multiplient à travers le pays pour soutenir et encourager le FARDC engagé au front au Nord Kivu et en Ituri contre les terroristes M23 appuyés par les Rwandais. Ce samedi 18 juin à Bunia, les partis politiques membres de l'Union sacrée coordination de l'Ituri sont entrés dans la danse à travers une marche organisée sur initiative de l'honorable Sami Adoubango Aoto, digne fils de la province et acteur de la pacification de l'Ituri et vice-ministre des Affaires étrangères. Parti durant
rond-point Raoubank. Cette marche a eu pour point de chute les ronds-points de Martyr. Occasion pour le président fédéral du parti Cher, Apiussouma Biouloum, ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, maître Antoine Denaya, de circonscrire l'essence de ces gestes patriotiques. Nous avons voulu soutenir le chef de l'État dans ses actions de pacifier l'Est du pays d'une manière générale et la province de l'Itourie d'une manière particulière. Vous allez constater avec nous, les gens ont répondu massivement, les partis politiques ont répondu massivement à signe de soutien qu'on apporte au FARDC et au chef de l'État. Je pense que c'est ça le message suprême. Dans notre speech, nous avons été clairs, nous avons demandé au chef de l'État pour que nous puissions gagner aujourd'hui la guerre. Il y a des militaires qui sont des traîtres. Je pense qu'ils sont déjà identifiés. L'autorité suprême ne doit pas traîner pour les révoquer de notre armée congolaise, y compris dans la police et les services de sécurité. Deux habitants de Bougnan interrogés Nejirki pour le retour de la paix dans ces deux provinces sous état de siège. Nous avons répondu activement. Nous avons mobilisé nos bases pour venir soutenir l'unique et la seule armée que nous avons, qui est agressée aujourd'hui. Depuis le début du mois de juin, c'est pour la troisième fois qu'une marche de soutien et d'encouragement aux forces armées soit organisée à Bougnan, chef-lieu de l'Itourie, où les éléments de FARDC sous le commandement du lieutenant général le Boyankashima Djonu sont résolument engagés à éradiquer l'insécurité en cette période de l'état de siège. Vous l'avez certainement constaté ce dernier jour, la tenue militaire est à la mode dans le pays, pas uniquement pour la beauté des yeux, mais beaucoup plus pour exprimer le soutien indéfectible aux forces de défense nationale. Certains compatriotes, comme la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, remettent de présents pour les militaires et leurs familles. William Tunakov. Visiblement très déterminé à soutenir les efforts de pacification déployés par le gouvernement de la République dans la partie est de la République démocratique du Congo en proie à une agression rwandaise, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi Mwakembe, a consacré la journée de samedi 18 juin 2022 au soutien aux vaillantes forces armées de la RDC engagées au front. Accompagnée des membres de son cabinet ministériel, et de quelques cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, regroupement politique cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, tous habillés en tenue de combat, la patronne de l'emploi en RDC a prêché par l'exemple. Claudine Ndoussi Mwakembe a procédé à la remise à titre symbolique aux responsables de l'ASBEL Femmes Fortes, une structure dirigée par Madame José Rachidi, regroupant en son sein non seulement les femmes leaders de la société civile, mais aussi et surtout celles des différents partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, un important lot de vivres et une enveloppe consistante destinée au FARDC, fruit de sa contribution personnelle et des cotisations de membres de la Ligue des femmes de l'AFDCA. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée sur l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa-Lingwala, à l'initiative justement des responsables de l'ASBEL Femmes Fortes de 26 provinces de la RDC. Fervente chrétienne pratiquante, Claudine Ndoussi Mwakembe a saisi cette opportunité pour inviter les forces vives de la nation, toutes tendances confondues, à se ranger davantage comme un seul homme derrière le chef de l'État, commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, pour booster les morales des éléments des forces de défense et de sécurité au front par les prières d'action de grâce, la vigilance, la cohésion nationale, l'éveil patriotique et la solidarité légendaire vis-à-vis de la population de l'Est, victime de tueries, exactions de tout genre et autres déplacements massifs. Les restes du corps de Patrice Emery Lumumba seront officiellement remis à la famille cette semaine. Tout est fin prêt pour cette cérémonie historique. Le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde, qui va représenter la RDC à la dite cérémonie, est déjà sur place à Bruxelles. Patito Ndwango. S'achemine lentement mais sûrement vers le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo dans son pays d'origine. À ce sujet, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge est arrivé ce dimanche 19 juin 2022 en Belgique. Le retour des reliques de ces héros nationaux en République démocratique du Congo est le résultat de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comment les choses vont se passer? Il y a tout un programme qui a été tracé depuis plus d'une année où on va procéder d'abord par la remise de la dépouille à la famille
Et c'est les procureurs au niveau de la Belgique qui va procéder à le faire parce que c'est un acte juridique. Et après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la dépouille au gouvernement. Et cette dépouille sera reçue par le Premier ministre qui va faire accompagner ceci de toutes les cérémonies nécessaires afin de ramener maintenant cela au pays. Il y a toute une équipe qui est organisée, qui est censée faire et suivre toutes les étapes. Il y a les cérémonies qui vont se passer en Belgique. Il y a la population de Belgique, la diaspora, les Congolais de Belgique qui doivent venir donner les adieux à notre héros national. Il y a la famille biologique qui doit recevoir et organiser un deuil au niveau de sa province originaire. Et il y a aussi la tournée qui doit suivre de partout où notre héros a travaillé, puis poser des actes. Sa dépouille doit circuler pour marquer l'histoire, parce que c'est vraiment mémorable pour nous. Et à la fin, ça sera à la veille de l'indépendance qu'on va lui offrir les sépulcres qui étaient préparés déjà pour lui. Tout est déjà en marche, il y a la construction qui se faisait depuis plus d'une année et nous sommes dans l'étape de finalisation de cet événement. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, est à la tête d'une importante délégation des membres de son gouvernement, composée entre autres du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya. Une cérémonie historique pour la République démocratique du Congo, mais aussi très importante pour la famille Lumumba, qui justement a tenu une conférence de presse ce dimanche à Bruxelles. Jean-Pierre Ouafana nous fait l'économie de ce moment face à la presse. Ça aura été l'acte 1 du processus de rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo indépendant. La conférence de presse qui s'est tenue sur son territoire, l'ambassade de la RDC auprès du Royaume de Belgique, un choix déterminant, un vœu de longue date qui se concrétise grâce à une volonté exprimée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'accompagner à sa demande la famille biologique de l'illustre disparu. S'il a manifesté cette volonté et il s'est engagé à construire un mausolée pour notre illustre disparu, nous considérons que Kinshasa et le reste du Congo est prêt pour accueillir la dépouille de Lumumba. Lumumba retrouvera sa terre natale à l'issue d'un périple qui va être entamé au Palais d'Egmont à Bruxelles après une cérémonie officielle de la remise de ses restes par les officiels belges à sa descendance en présence des autorités congolaises. Ces restes seront mis dans un cercueil que nous avons amené de chez nous, dans un bois de chez nous, donc la terre de chez nous. Et ce cercueil est déjà présent ici en Belgique et Lumumba sera mis en bière toujours au palais d'Egmont. Le président Tshisekedi n'a ménagé aucun effort pour rendre possible, 61 ans après, le rapatriement des restes de celui qui a été déclaré, à juste titre, héros national. Le processus du rapatriement du premier ministre du Congo indépendant était une question qui tient énormément le président de la République à cœur. Et donc c'est pour cela qu'il s'est totalement engagé pour accompagner la famille Lumumba à ce que ces rapatriements s'effacent de la meilleure manière possible. Et bien avant d'ailleurs qu'il puisse recevoir la famille Lumumba, il avait tenu à le dire haut et fort lors de son itinérance dans les Grands Kasaï, quand il est arrivé à Onaloa, justement, en s'adressant à la population. Il avait tenu la promesse de faire rentrer Lumumba au pays de ses ancêtres. Il va matérialiser cette promesse. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation de la présidence ici à Bruxelles en Belgique. Pour cette circonstance exceptionnelle et historique, la République n'a pas fait dans la dentelle. L'A320 dénommé Patrice Emery Lumumba a été mobilisé pour aller, dirait-on, récupérer Lumumba afin de le ramener là où son histoire a débuté. À l'aéroport militaire de Belzbroek, l'émotion
était à son comble. Plein d'émotions que nous nous trouvons aujourd'hui à Bruxelles pour un moment mémorable. Un moment mémorable dans une réconciliation de l'histoire. Et un moment fort lorsque la compagnie nationale vient réconcilier l'histoire. C'est avec beaucoup d'émotion qu'on se trouve ici, avec un soleil très radieux. Donc ce sont les prémices pour l'avenir. Lumumba est attendu le 21 juin prochain à Kinshasa, début d'un nouveau chapitre dont la première page s'écrira désormais avec un autre regard, une nouvelle plume. Et on revient à Kinshasa où les rideaux sont tombés sur la deuxième réunion des ministres de la Justice des États membres de la CIRGEL. Les participants à ce travaux ont adopté la déclaration de Kinshasa sur le renforcement de la coopération judiciaire. Constance Mandanga est au commentaire de ce reportage. Ouverte par le Premier ministre le 16 juin 2022 à Kinshasa, la deuxième réunion des ministres de la Justice des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est refermée un jour après, soit le 17 juin de l'année en cours. Cette rencontre qui a été organisée dans un contexte particulier, non seulement pour la RDC, mais également pour la région des Grands Lacs CIRGEL, marquée notamment par la persistance des défis relatifs à la paix et à la sécurité dans la plupart des États qui composent cette organisation, a débouché sur des recommandations. Désigner la dite autorité centrale comme point de contact national pour l'entraide judiciaire dans toute législation interne pertinente, les traités bilatéraux et les conventions multilatérales conformément aux obligations régionales et internationales. C'est sur une note d'espoir que la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, a clôturé ses travaux. Nous venons d'adopter de communs accords la déclaration de Kinshasa sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs, ainsi que les lignes directrices relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il nous reste maintenant à lier la parole à l'acte en mettant en œuvre tous les engagements souscrits afin de permettre aux autorités de poursuite de nos pays respectifs d'accomplir leur devoir, à savoir rechercher les infractions, appréhender les auteurs, réunir les preuves et les déférer si léchés devant les juridictions compétentes. Les pays membres de la CIRGEL évoluent dans un réseau de coopération pour lutter contre la criminalité frontalière et les crimes graves organisés commis sur leur sol respectif. Et de la CIRGEL, on parle maintenant de la SADC avec cette réunion des ministres des pays membres ayant l'éducation et la recherche scientifique en leur charge tenue à Lilongwe au Malawi. Ces représentants de pays membres ont adopté les recommandations de leurs experts. La RDC sans doute va prendre la présidence de cette organisation sous-régionale l'an prochain. Les explications de Marie Kalong. Des ministres de la SADC ayant en charge l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation a commencé le mardi 14 juin par les travaux des experts de tous les 16 pays membres. Les ministres qui se sont eux retrouvés le vendredi 17 juin ont commencé par évaluer les progrès accomplis dans les 22 décisions prises lors de la réunion de juin de l'année passée, procéder à la validation de chacune des décisions arrêtées par les experts au cours de leurs travaux de 3 jours. C'est notamment sur l'opérationnalisation de l'Université de la transformation de la SADC, sur le projet du plan stratégique régional pour l'enseignement ouvert et à distance, sur le projet du cadre stratégique régional pour l'éducation au développement durable, sur les lignes directrices en matière d'éthique de la recherche, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du protocole sur la science, la technologie et l'innovation, sur la mise en œuvre du cadre de la SADC sur la cyber-infrastructure, sur la mesure de la science, de la technologie et de l'innovation, sur le programme régional sur le système de connaissances autochtones, sur la mise en œuvre de la charte de la SADC sur les femmes dans les sciences, l'ingénierie
la technologie et ainsi de suite. Dans leurs recommandations, les experts se sont accordés pour que la République démocratique du Congo prenne la présidence de cette organisation sous-régionale l'année prochaine, dès le mois d'août, ce qui a été adopté par les ministres. Mais avant de quitter Lilongwe, la capitale malawite, les ministres congolais José Mpanda Kabango, Moïndo Nzangi et Antoinette Kipoulou, respectivement, de la recherche scientifique et innovation technologique, de l'enseignement supérieur et universitaire et de la formation professionnelle, ont été reçus en audience par le président malawite Lazarus Tchakeroa. Les warriors du gouvernement Sama Lukonde Kyenge lui ont fait part de l'agression de la RDC par son voisin le Rwanda et lui ont demandé, en sa qualité de président en exercice de la SADC, que cet acte soit fermement condamné par cette organisation, dont la République démocratique du Congo fait partie des 5 pays membres francophones. L'invité de ce journal, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Monsieur le VPM, bonsoir et bienvenue. Alors, vous serez d'accord avec nous qu'il s'observe depuis quelques jours une mobilisation en soutien aux forces armées de la République qui combattent au front contre le Rwanda qui agresse donc le pays sous le M23. Mais monsieur le VPM, plusieurs personnes, plusieurs compatriotes craignent que cette mobilisation ne se transforme en chasse aux sorcières. Qu'en pense le gouvernement? Mobilisation à titre de rappel, qui est l'une des décisions prises en Conseil supérieur de la défense, présidé par le président de la République, conseil qui a été convoqué à la suite de toute cette situation d'insécurité que nous connaissons à l'est du pays, plus particulièrement à Rutshuru, Bunagana, pour ne pas le citer. Le président de la République a estimé que devant cette situation-là, il fallait que les autorités compétentes se réunissent pour étudier et prendre des mesures. Parmi ces mesures-là, le ministre de la Communication et des Médias l'avait déjà annoncé. Le gouvernement a décidé de pouvoir mobiliser la population pour que celle-ci apporte tout son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dans leur marche pour la reconquête des espaces actuellement occupés par le Rwanda sous couvert du M23. Alors, effectivement, comme vous l'avez relevé tout à l'heure là, il s'observe certains actes, certains discours qui n'ont rien à voir avec l'essence de la mobilisation. Et ça, c'est quand même regrettable. Nous avons l'impression, le gouvernement a l'impression que certains compatriotes ne savent pas qu'ils sont en train de tomber dans un piège. Le piège... Lequel? Le piège nous tendu par cet ennemi-là qui a toujours voulu occuper notre territoire, sachant bel et bien qu'à chaque fois que le Congo va réagir pour démontrer sa force, il va dire, voilà, on n'aime pas de tel, on n'aime pas de tel, on n'aime pas de tel sur les territoires de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, pouvez-vous comprendre que à la suite de la guerre qui est advenue au Rwanda après la mort d'Abiyarimana, que la communauté internationale accorde, nous regrettons, toutes les victimes tombées au Rwanda. Mais la République démocratique du Congo en a perdu des millions s'il vous plaît. Mais les discours du Rwanda passent aussi facilement au niveau de la communauté internationale que tous les millions de compatriotes que nous avons perdus ici chez nous. Des millions que nous avons perdus, mais au niveau de la communauté internationale, c'est comme si ça ne dit absolument rien. C'est seulement les 800 ou les 900 000 Rwandais, paix à leurs âmes, qui sont des citoyens du monde plus valeureux que des millions de Congolais qui sont tombés ici en République démocratique du Congo et qui continuent à tomber. C'est ça le piège. Le Rwanda a réussi à trouver des espaces au niveau de la communauté internationale. À chaque fois, il peut venir faire des bêtises sur notre territoire. Une petite réaction suffit pour la même communauté internationale dire voilà les Congolais, vous êtes en train de mal agir. Voilà, c'est pourquoi nous disons
à nos compatriotes de ne pas tomber dans ces pièges-là. On va évoluer, Monsieur le ministre, mais vous, en tant que gouvernement, qu'est-ce que vous attendez de cette communauté internationale qui, selon vous, garde le silence devant tout ce massacre? Nous sommes un élément de la communauté internationale. Nous sommes un élément du continent africain. Nous sommes un élément du monde. Voilà pourquoi, dans le cadre de relations qui nous unissent avec les pays africains ou les pays du monde, nous sommes obligés de pouvoir chercher à trouver des solutions dans des problèmes qui se posent chez nous avec cette communauté internationale. Mais qu'on ne dorme pas. Nous devons chercher nos propres moyens par rapport à la guerre, par exemple. Nous ne pouvons pas indéfiniment attendre de qui que ce soit. Et je pense que nous sommes un gouvernement responsable. Nous sommes en train de nous battre pour que les forces armées, pour parler de la situation actuelle, que les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale ainsi que tous les services aient des moyens susceptibles et capables de nous aider à pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire. Monsieur le ministre, une dernière question peut-être. Vous avez l'intérieur et la sécurité dans vos attributions. Vous le savez certainement que dans ce pays, il y a aussi certains Rwandais qui ont accepté notre pays comme seconde patrie. Ceux-là qui se sentent en danger, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Non seulement qu'au niveau du Conseil supérieur de la défense, le message de sensibilisation à notre population a été fait pour que des Congolais évitent les actes de stigmatisation et les actes qui apparentent à des actes de chasse à la sorcière, mais également le commissaire général de la police a fait un message pour donner des directives, des instructions aux officiers de la police nationale à travers nos provinces, donc aux commissaires provinciaux. Moi-même, avant-hier, après le Conseil des ministres, par demande du commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolaise, le chef de l'État, j'ai encore fait un message adressé cette fois-ci destiné au gouverneur de province pour que des dispositions soient prises dans toutes nos provinces pour éviter ce que l'on a connu à Kalima, au Maniema, où les gens sont tombés sur un citoyen congolais, semble-t-il, à morphologie nilotique. Tout le monde l'a vu. Donc l'image circule sur les réseaux sociaux. C'est des actes à décourager. Au jour d'aujourd'hui, à Kinshasa, on a encore vu un groupe de jeunes gens, un groupe de messieurs circuler sur les artères de Kinshasa pour demander qu'on leur montre là où se trouvent, qu'ils sont à la recherche des Rwandais. Et là, j'interpelle tous les responsables des services de renseignement, tous les responsables des entités politico-administratives, de tout mettre en œuvre pour mettre la main sur ces inciviques-là. Il n'est pas permis à un citoyen congolais, à un parti politique, de se donner le pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Je demande à la police nationale congolaise et même à l'armée, si des actes pareils sont en train de se passer à côté d'un camp militaire, à côté d'un poste de la police, sur toute l'étendue de la ville, on arrête ces gens-là et la justice. Je demande à Madame la ministre d'État de la Justice, même si elle n'est pas au pays, de donner des instructions aux magistrats pour que quiconque sera arrêté soit déféré devant les juges dans des procédures de flagrance. Parce qu'on ne peut pas accepter que de tels discours soient développés vis-à-vis d'un citoyen du monde. Est-ce qu'au Rwanda, il n'y a pas de Congolais? Est-ce qu'au Burundi, il n'y a pas de Congolais? Est-ce qu'en Ouganda, il n'y a pas de Congolais? Est-ce qu'au Congo-Brazzaville, en Angola, il n'y a pas de Congolais? Que nous puissions nous permettre, nous, de développer de tels discours. Le gouvernement de la République est là, l'armée congolaise est là, la police nationale congolaise est là. Nous tous que nous cherchons de notre population, ce que nous demandons à notre population, c'est d'apporter son soutien. Son soutien, ils savent qu'est-ce que nous pouvons amener dans ce contexte-là. Et pour terminer, messieurs les journalistes, oui, je suis en train de terminer pour dire
demander aux partis politiques dont les membres portent des tenues, portent n'importe quel insigne, mais qui ressemble à la tenue des policiers ou des militaires, d'interdire cela à leurs combattants. Plus question à partir de ce soir. Et tous les commissaires provinciaux sont en train de me suivre. Tous les responsables de l'ANER sont en train de me suivre. À partir de ce soir, vous voyez, je commence par moi-même, vous voyez un membre de l'UDPS avec une tenue qui ressemble à celle de l'armée. Vous l'arrêtez, vous l'amenez au cachot, vous le mettez à la disposition de ceux qui sont appelés à pouvoir les juger. Le message est bien passé, monsieur le ministre. Mobilisation sans stigmatisation, sans xénophobie. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à cette invitation de la RTNC. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais passer comme message ce soir. Merci. Merci beaucoup. Poursuivons ce journal. Malgré l'agression qu'elle subit dans sa partie est par le Rwanda, la RDC demeure un pays fréquentable. Sa capitale Kinshasa reçoit ce lundi les travaux de la 5e conférence annuelle du réseau international des agences francophones de promotion des investissements. Les délégués de différents pays membres du RIAFPI, dont la France ou encore la Côte d'Ivoire, sont déjà à Kinshasa. Suivez ce document. Malgré ses énormes potentialités, l'espace économique francophone connaît une intégration commerciale et financière encore faible entre ces différentes régions. Les flux d'investissement sont lents, les financements assez rares et les transactions pas assez régulières. La situation avait en 2014 poussé quelques agences francophones de promotion des investissements à se constituer en réseau international en vue d'établir un cadre de concertation, d'échange, des coopérations et de solidarité entre elles. L'objectif de ce réseau international des agences francophones de promotion des investissements était notamment de créer une plateforme d'échange d'informations et de collaboration entre les agences de promotion des investissements et d'améliorer le rôle de conseil et d'expertise des API auprès de leurs gouvernements respectifs pour un renforcement de leurs capacités. La première assemblée générale tenue à Abidjan avait jeté les bases d'une collaboration qui, au fil des ans, porte ses fruits. Après Rabat en 2019, Kinshasa va accueillir ce 20 juin 2022 la réunion annuelle du RIAFPI, une 5e du genre, organisée sous le patronage du ministre d'État, ministre du Plan, avec comme thème optimisation des flux d'investissement intra-pays au sein de l'espace francophone, défis et stratégies. Les délégués de 17 pays composant le RIAFPI sont attendus à Kinshasa pour entre autres partager les expériences acquises en matière d'attraction des investissements directs étrangers, réfléchir profondément aux moyens de faciliter l'accès aux sources de financement disponibles dans l'espace francophone, mais aussi renforcer les capacités techniques des cadres et personnels des agences de promotion des investissements membres du réseau. Ce travaux, auxquels prendront part plusieurs autres acteurs du secteur d'investissement, se tiendront au Pullman Hotel de Kinshasa dès ce lundi. Des décisions sont tombées cette semaine suspendant tout accord signé avec le Rwanda. C'était au cours de la réunion du Conseil de défense tenue autour du commandant suprême de forces armées de la République. Le chef de l'État avait également accordé plusieurs audiences cette semaine, comme celle avec la délégation de la MONUSCO. Pierre Kibambeso Moïssa nous propose les résumés de la semaine du président dans ce document. 3 nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours d'une cérémonie solennelle organisée au Palais du Peuple. Le chef de l'État a pris acte de leur prestation de serment en tant que membre de la Cour constitutionnelle. Il s'est agi des juges Christian Yuma Bahati, Sylvain Loumou et Dieudonné Manza Bondia. Il complète la vacance des 3 postes de juges à la Cour constitutionnelle, restés vacants après la fin de mandat par décès et tirage au sort à cette haute cour de la République. La Cour constitutionnelle affiche ainsi complet avec tous ses 9 juges. Il s'est tenu à la Cité de l'Union africaine un conseil de sécurité spécial sous la présidence du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des mesures fermes ont été prises au cours de cette importante réunion en rapport avec la situation prévalente dans l'est du pays où la RDC est victime de l'agression du M23 soutenu par le Rwanda. Le Conseil a exigé le retrait par le Rwanda de ses troupes du sol congolais. Il a demandé au gouvernement de suspendre tous les accords, protocoles d'accord et autres conventions signées avec le Rwanda, ainsi que la mise à la disposition des FARDC des moyens conséquents pour leur permettre de défendre l'intégrité du territoire national. C'est dans un contexte de tensions, des attaques à répétition de la RDC menées par les M23 soutenues par le Rwanda que l'envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac, Wang Zia, a rencontré au cours de cette semaine le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Pour le haut fonctionnaire onusien qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, la situation est préoccupante. Elle interpelle la communauté internationale et les Nations Unies. Le président Félix Tshisekedi est une haute personnalité très attachée à la paix, au dialogue. Nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer, a déclaré en substance l'envoyé spécial des Nations Unies au sortir de cette entrevue. C'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que Mme Ode Mayo Kolish, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure, à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'Union européenne, est venue rencontrer le président de la République à la Cité de l'Union africaine, conduite auprès du chef de l'État par l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Châtaignier. La délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation d'insécurité dans l'est du pays. L'Union européenne compte accompagner la République démocratique du Congo. Elle appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC, a renchéri Mayo Kolish, chef du département Afrique centrale au service européen d'action extérieure. Les échos de l'Est ont dominé l'actualité de la semaine qui s'achève. Le prix du litre d'essence à la pompe a été réajusté cette même semaine. Vous avez également suivi sur nos antennes les images du transfèrement des jeunes délinquants à Lubumbashi pour y effectuer de travaux champêtres en 3 minutes et 30 secondes. Françoise Bouelabouaki nous résume l'actualité de la semaine. La semaine a commencé par de mauvaises nouvelles venues du front. La cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru est passée sous le contrôle des rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Dans un communiqué, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu l'a annoncé. Cet acte constitue une nouvelle invasion. Et en fin de semaine, pendant que les combats se poursuivent au front, un militaire des FARDC a ouvert le feu depuis la zone franche à la petite barrière sur des policiers rwandais. 2 policiers seraient morts et d'autres blessés. Le commando serait abattu d'une balle de réplique. Son corps a été accueilli en triomphe de retour à Goma. Les politiques de tous bords s'invitent au débat sur l'agression rwandaise. L'ancien Premier ministre propose la construction d'un mur de séparation à la frontière entre la RDC et le Rwanda. Pour Adolphe Muzito, un budget supplémentaire d'1 milliard de dollars américains alloué à la défense aiderait nos troupes. Sur le plan diplomatique, tout s'active. Christophe Lutundula maintient la pression pour faire entendre la voix de la RDC. Des échanges directs avec des représentants des pays de l'Union européenne, la MONUSCO aussi. Pour toucher l'Union africaine, un mémo a été remis à l'ambassadeur sénégalais. Un message adressé à Macky Sall, président en exercice de l'organe panafricain. Célébration de la Journée internationale des donneurs bénévoles du sang le 14 juin. Côté officiel, le gouvernement a remis des équipements au programme national de transfusion sanguine. Et pour sensibiliser l'opinion, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a prêché par l'exemple. Ces équipes ont donné du sang à cette occasion. Sur un autre chapitre, l'épouse du chef de l'État a été élue par ses pairs au poste de vice-président de l'organisation des First Lady pour le développement. Un mandat de 2 ans avec comme titulaire la première dame de la Namibie. Le vote a eu lieu à Brazzaville.
promotion de l'entrepreneuriat féminin, une centaine de femmes a été formée sur la monétique. Comment gérer de l'argent et faire des achats à partir de son téléphone? Quels sont les avantages d'un compte bancaire? Ces épouses des policiers, femmes commerçantes et autres ont été ciblées par Pluriel, un cercle d'affaires en appui à la création et au développement de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Réajustement du prix du litre d'essence à la pompe, les Quinois reconnaissent l'effort du gouvernement dans la subvention sur le prix. Grâce à cette mesure, le prix affiché reste celui de 2345 francs au lieu de 4700 francs congolais. Lutte contre le banditisme urbain à Lubumbashi et l'insécurité. Des jeunes délinquants arrêtés par la police ont été mis à la disposition du service national pour une rééducation et la réinsertion sociale, excepté les mineurs. Sport, le ciel s'est éclairci dans les rapports entre la RTNC et la Linafoot. Les supporters vont désormais retrouver du plaisir à suivre sur la télévision nationale les rencontres des compétitions des clubs nationaux. Les angles ont été arrondis entre les parties pour le retour de la chaîne nationale au stade des Martyrs. On termine par les anges adorables. Wenge Musique à 4x4 tout terrain livre le concert de la réconciliation le 30 juin prochain au stade des Martyrs. En soutien aux troupes au front, une partie des recettes récoltées sera remise aux femmes victimes des viols dans l'Est et aux hommes en armes. Décidément, l'insécurité dans l'est du pays causée par l'agression du M23 soutenu par le Rwanda n'a pas atteint la volonté de la RDC de développer son territoire. Après plusieurs années dans le noir, les artères principales de la ville de Bunia sont désormais éclairées. Le pari de la quiétude est en voie d'être gagné. Regardez. Bunia et plusieurs agglomérations en territoire de Djougou et d'Irumu étant pacifiées et sécurisées de mai des mètres par les forces de défense et de sécurité. Place à présent au développement des principales artères de la capitale de l'Ituri, désormais éclairées grâce à l'installation de plus de 200 lampadaires. Un projet de la MONUSCO dans le cadre de la réduction de la violence à hauteur de $300 000 américains. Jean Tobi Okala, porte-parole de la MONUSCO en Ituri, estime que ce projet vient résoudre les problème d'insécurité et créer l'emploi pour la jeunesse. Le coût de ces 3 projets, c'est pratiquement dans les $300 000 américains. Il y a environ 200 poteaux et il y a des centaines, presque un bon millier de jeunes et de femmes qui ont été employés comme main-d'œuvre pour ce projet. On a créé du travail, comme dirait quelqu'un, on a joint l'utile à l'agréable. Apporter la lumière, lutter contre l'insécurité, donner du travail en l'espace de quelques mois à des jeunes à risque, à des jeunes femmes. Le tronçon compris entre Rond-Point Kappa et l'aéroport de Bunia, jadis source de plusieurs cas d'accidents mortels et de banditisme, retrouve à ce jour sa quiétude. Témoin des habitants. On est tellement contents parce que ici, c'était tellement sombre. Ici, on passait la nuit, on avait peur des choses pareilles, mais maintenant on est en sécurité. C'est ça, tellement libre, on peut marcher, même en vétérinaire avec des ailes, on est bien en sécurité, voilà. Avant, on vendait avec des lampes torches suite à l'obscurité, mais actuellement, nous sommes bien éclairés et nous vendons en toute sécurité. Ça fait du bien, avant il n'y avait pas de lumière. C'était difficile de quitter les Rond-Point Kappa pour l'aéroport. On avait peur de marcher, mais depuis qu'on a installé l'éclairage, tout le monde marche librement et dans la sécurité. Occasion pour les porte-parole de FARDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo d'appeler la population de Bunia à continuer de faire confiance aux forces loyalistes. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, parle de l'éducation à la paix. La population de Bunia en particulier et celle de l'Ituri en général doit cultiver l'éducation à la paix. C'est collaborer, c'est la tolérance, c'est l'esprit d'écoute, c'est l'humilité. Alors cette jeunesse, autrefois, ne pouvait pas travailler jusqu'à 20h, 21h parce qu'il y avait l'insécurité. Alors cette jeunesse doit maintenant contribuer à cette sécurisation. Pour redynamiser la sécurisation, il faut que les jeunes puissent cultiver l'esprit de la paix, de travail
d'endurance, de collaborer avec les forces armées et tous les partenaires. Disons-le, l'éclairage public joue un rôle capital dans la lutte contre l'insécurité. Et pour rappel, la desserte de l'électricité en ville de Bunia est assurée par l'Electrocum, une branche de la société minière de Kilomoto qui exploite la centrale hydroélectrique de Boudana depuis plusieurs décennies. Et malgré ces avancées et efforts fournis pour électrifier les villes du pays, plusieurs milieux ruraux sont encore dans le noir. Des projets sortent de tiroirs pour remédier à la situation. Les attentes des populations restent encore nombreuses. Ramazani. L'exode massif des populations rurales vers les centres urbains s'explique en grande partie par l'absence d'opportunités d'emploi qui prévaut dans leur milieu de vie. Au village, il est impossible de créer une petite entreprise qui peut employer les autres faute d'énergie électrique. Quand ils veulent travailler sur les groupes, nous payons très cher. Ils pouvaient faire une porte qui vous coûte au moins $100 par exemple. Pour la terminer sur un groupe, il faut payer même 25 000. Ce n'est pas sur le courant. Les courants pouvaient dépenser 10 000, moins de 10 000, vous avez déjà une porte de $100 par exemple. On réhabilite tout d'abord l'usine de la centrale de Chala, avec des machines neuves. Là, on peut quand même travailler parce que tout d'abord, la soudure, c'est le développement même du pays. L'électrification rurale, c'est donc une recette magique pour lancer le développement à la base dans notre pays. C'est dans cette optique que le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait créé l'Agence nationale d'électrification des zones rurales et périurbaines, ANSER en sigle. En 2 ans d'existence, cette structure a élaboré un plan d'électrification rapide pour les 145 territoires que compte la RDC, avec une spécificité pour chacun des territoires. Aujourd'hui, ce plan a quitté les bureaux d'études pour une phase d'exécution. Le jeudi 16 juin, dans une séance de travail avec l'élite du Grand Kasaï, le directeur général d'ANSER, M. Ideswal Chinamola, a dévoilé le plan d'électrification rapide de cette partie du pays. Oui, nous étions dans la suite du chef de l'État en décembre dernier et le président de la République nous a défiés en disant que voici, il faut que d'ici là, les choses bougent, les lignes bougent. Mais nous avons plutôt des solutions locales que nous pouvons apporter et c'est pour ça que nous sommes là. Selon le DG, l'électrification par l'énergie solaire doit être effective d'ici le 15 septembre et l'hydroélectrique au plus tard en juin 2023. Le fonds pour rendre possible cette opération est déjà disponible. Dans le Grand Kasaï, il y a plus de 109 sites qui ont déjà été identifiés et documentés. Et il y a déjà le lancement aussi de certains travaux sur certains sites, mais c'est un processus. Le problème, c'est tout simplement les mécanismes de décaissement de ces fonds qui sont censés être alloués à financer l'ancien pour l'électrification des zones rurales et périurbaines. Donc aujourd'hui, la rencontre était effectivement de parler aux gouverneurs des provinces, de parler aux députés, de parler à différentes autorités politiques pour voir comment est-ce qu'il est possible de se mettre ensemble, mobiliser les forces pour faciliter et accélérer le décaissement de ces moyens afin que d'ici le 15 décembre, nous puissions livrer les projets qui sont repris dans notre plan. Malgré les potentialités dont dispose notre pays, le taux d'électrification à la base est très bas. Cependant, on peut rattraper les retards en recourant aux énergies renouvelables et doter l'ANSER de moyens conséquents, l'ANSER qui fait déjà un travail de titan. Mobilisation sans stigmatisation ni xénophobie, plus question pour les membres de partis politiques de porter des tenues ou tout indice militaire. C'est donc une décision du gouvernement annoncée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Assello, qui était l'invité de ce journal qui s'achève. Mais avant de nous quitter, découvrons le contenu de cette ordonnance présidentielle numéro 22/063 du 18 juin 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil de ministres entendu ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 19 juin 2022, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité
décentralisation affaires coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde son, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 18 juin 2022. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 18 juin 2022. Le cabinet du président de la République, Guylaine Yembobwissa, directeur de cabinet. Ce journal est complètement terminé. L'actualité revient à 23 h avec Peggy Mukunda. Bonsoir.